Je viens d'écouter la conférence de Philippe Montard-Dessac, je vais faire un peu son nom, sur les protocoles de Sage de Sion, qui date il y a quelques années. Moi-même, j'ai publié en 2002 un gros livre sur les protocoles de Sage de Sion et sur l'état juif de Herzl. Alors, ce monsieur donc étudie le dossier. Est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est pas un faux? Etc. Lui, il appartient au nationalisme français le plus radical, très antisémite. Et justement, il veut montrer que les protocoles de Sage de Sion, même si ça pourrait être un faux, ça correspond tout à fait à la réalité qu'on peut observer. Comme on dit, les protocoles de Sage de Sion auraient une valeur prophétique. Tout comme d'ailleurs Mein Kampf aussi, si on joue à ce petit jeu, aurait une valeur prophétique. Et c'est qui validerait justement, en quelque sorte, la Shoah, qui validerait l'existence de la Shoah aux yeux des négationnistes qui, eux, la nient. Alors, ce monsieur, il nous dit que c'est, oui, il répète l'argument dans lequel c'est Maurice Joly aurait inspiré les protocoles de Sage de Sion. Et alors il dit non, c'est pas sérieux, etc. Alors il oublie deux choses. Premièrement, un plagiat peut très bien prendre un texte et le transposer dans une toute autre époque et sur un tout autre sujet. Donc le côté anachronique de l'argument n'est pas valable. C'est pas parce qu'un texte est anachronique qu'il n'a pas pu être recyclé. Deuxièmement, il nous dit d'ailleurs, il rappelle, que c'est un dialogue supposé qu'invente Maurice Joly entre Montesquieu et qui? Machiavel. Machiavel. Alors, je ne sais pas, mais il faudrait quand même s'intéresser à Machiavel. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise les protocoles de Sage de Sion, c'est bien leur machiavélisme. Machiavel, c'est quand même le XVIe siècle. Donc, en effet, il s'agit d'un plan machiavélique qui est censé avoir été révélé par la publication des protocoles de Sage de Sion et qui n'a en fait que le ressucé d'un texte de la fin du Second Empire de certains Maurice Joly qui disons, récupèrent des éléments machiavéliques. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que l'on, à mon avis, il faudrait refaire un travail là-dessus, comparer le Prince de Machiavel avec les protocoles de Sage de Sion et montrer que finalement, ce sont des arguments machiavéliens qui sont utilisés dans les protocoles de Sage de Sion. Alors, maintenant, la question est de savoir si c'est prophétique ou pas. D'abord, c'est terriblement inspiré du Talmud. C'est à cette époque-là, vous savez que les protocoles de Sage de Sion ont été précédés par toute une littérature anti-talmudique qui dénonçait les propos du Talmud. Donc, en fin de compte, les protocoles de Sage de Sion sont construits en imitation du Talmud. Parce que dans le Talmud aussi, au fond, ce sont des protocoles, les Talmuds. On raconte les discussions des uns et des autres. C'est comme dans les protocoles d'un congrès. Parce que ce mot protocole veut dire ça. Hein. Ces protocoles, c'est d'ailleurs le compte-rendu. Donc, on a transposé les comptes rendus qu'on trouve dans le Talmud et on en a fait les protocoles de Sage de Sion. C'est ce que je dis dans mon ouvrage. Et les auteurs, alors qui est l'auteur de tout cela? C'est pas si simple, n'est-ce pas? À mon avis, les vrais auteurs, ce sont des Français, notamment Goujon des Mousseaux, et pas spécialement ce Mathieu Golovinsky, etc. Alors ça, on pourra en discuter. Mais je rappelle que la première traduction allemande en allemand ne date pas de 1919, mais de 10 ans plus tôt, dans les protocoles, justement, des
du Parlement autrichien. Et ils sont mis sur le compte plus ou moins de Gougenot des Mousseaux. Bon, c'est plus ou moins discutable, mais c'est présenté comme ça. Donc je vous renvoie, ça a été microfilmé, etc. Je vous renvoie donc au protocole autrichien. Alors, donc finalement, bon, monsieur Plancard des Sacs n'a pas tort quand il me dit, de toute façon, même si c'est un faux, ça ne changerait au problème. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer en effet que on ait voulu dire certaines vérités en les présentant, de manière plus ou moins maladroite, sous la forme des protocoles des Sages Nations. On peut toujours dire ça. Donc ça nous rend à des choses plus compliquées et plus simples à la fois. Moi, j'ai toujours pensé que les antisémites disaient des vérités de toute façon. Dire que les juifs sont voués à occuper une certaine centralité, ça ne me paraît pas du tout aberrant. Dire que la diaspora est plus favorable, plus propice à cette centralité que Israël, ça ne me paraît pas du tout aberrant, même si on pourrait évidemment, d'un point de vue purement symbolique, dire ah ben oui, ce serait bien qu'il y ait un Israël qui soit le centre du monde. Mais moi, ce n'est pas du tout ma conception des choses. Moi, je pense que dans chaque pays, dans chaque culture, à un titre individuel, les Juifs ont un rôle à jouer. Le rôle des Juifs, ce n'est pas un rôle collectif. C'est assez compliqué à faire. C'est collectif parce que c'est la somme des individus, mais chaque individu doit prouver sa valeur dans son coin, dans son domaine. Et dans les domaines les plus divers. Comme je disais hier dans un café philo McDo, justement, les éléments, les chefs, ben, il faut des chefs dans tous les domaines. Et sans les chefs, il n'y a pas de société. Mais c'est dans les domaines les plus divers. Les Juifs ne sont pas d'un côté ou de l'autre, dans un camp ou dans l'autre. Ils sont partout. Donc ils ne sont pas là pour... alors, ils sont peut-être, à la longue, on va considérer qu'effectivement, ils ont un rôle central à jouer. Mais un rôle central à jouer dans le bon fonctionnement de l'humanité, mais pas par rapport à un message quel qu'il soit. Le seul message quel qu'il soit, c'est tout simplement qu'il y a une centralité. Et alors, pour terminer, sur la question du Nouveau Testament, parce qu'ils tiennent des propos assez hallucinants, le Nouveau Testament, comme son nom l'indique, veut dire que l'Ancien Testament n'est plus valable. C'est une lecture assez infantile des choses. D'abord parce que quelqu'un déclare que quelque chose est comme ça. Alors effectivement, c'est plus ou moins l'esprit de la Nouvelle Alliance de Jérémie. Il dit effectivement, la Nouvelle Alliance mettra fin à l'Ancienne Alliance. Mais il n'a jamais été dit que cette Nouvelle Alliance échapperait aux Juifs. Et c'est là le mensonge de ce monsieur, qui laisse croire que la Nouvelle Alliance, alors évidemment, comme ça, le type qui écoute ça, ah oui, la Nouvelle Alliance, c'est plus avec les Juifs. Mais si, c'est marqué, noir sur blanc, c'est avec les Juifs. Et c'est repris dans l'Épître aux Hébreux, qui est également dans le Nouveau Testament. Donc c'est toujours la fameuse histoire. Alors s'il y a un faux, c'est bien là le faux. Le faux, c'est de dire que la Nouvelle Alliance, ce ne sont plus les Juifs qui sont au centre. Ça, c'est un faux absolument caractérisé.